De retour sur ce plateau, Chanceline Mouzi, c'était pour te faire plaisir, toi qui fêtes ton anniversaire aujourd'hui de la part de Joël Nguizani. Elle vient de faire son entrée, elle c'est Julie Sefou, Madame Lefer, à qui j'ai dit bonjour, excellent début de week-end à toi. Merci beaucoup Dorcas et bonjour, tu as des belles couleurs. Merci, merci. Bonjour à vous mesdames, messieurs. J'aime bien tes boucles. Hein. C'est vrai, hein? Ben... Tu verras Pamela. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé tantôt, on veut bien parler du développement de la République démocratique du Congo, vu par les Congolais d'ici, hein, nous les Congolais d'ici, et ceux de la diaspora. Alors, sur ce plateau, eux aussi, ils sont Congolais, mais ils ont choisi d'aller vivre ailleurs, ils savent le pourquoi, mais en tout cas, il y en a qui reviennent pour investir au pays. De plus en plus, d'ailleurs. Voilà, il y en a qui reviennent pour travailler pour le développement, le changement de notre beau et cher pays. Et ce matin, on veut bien en parler. Vous pouvez prendre part. Il y aura notre numéro qui sera affiché au bas de l'écran. Donc, participez également à cette tranche d'animation. Écrivez-nous vos questions ou vos contributions, vos suggestions. Mais surtout, n'oubliez pas de signer en mettant votre nom. N'est-ce pas, Julie Sefou? Ah oui, n'oubliez pas de préciser, vous êtes de quel côté? D'ici ou d'ailleurs? Alors, nous, c'est un plaisir d'avoir, et puis tout de suite, on sent, hein, on a déjà 2 Congolais de la diaspora qui sont avec nous. On va avoir une Congolaise, elle le sait, puis c'est de la diaspora, elle est d'ici. On a un Congolais d'ici qui va représenter les autres. Voilà, moi, il fait le contrepoids, n'est-ce pas? Mais c'est bien ces moments de partage parce que le développement peut partir aussi d'en bas, les autres prennent, et puis on se rend compte quelque part, hein, ne serait-ce que des idées, c'est important parce que c'est des questions qui nous intéressent tous. Moi, je commence par saluer celui qui arrive pour la toute première fois, évidemment, les 2 qui arrivent pour la toute première fois. Monsieur Jean-Paul Mouka, bienvenue à vous. Bonjour, madame. Alors, il a beaucoup de casquettes, Dorcas. Pour une fois, je préfère que lui-même, en tant que motivateur, entrepreneur, se présente parce que ces casquettes, justement, justifieront pourquoi on l'a fait venir sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'opportunité, merci pour l'invitation. Rapprochez un peu le micro de la bouche. D'accord, merci beaucoup pour l'opportunité et l'invitation. Bon, déjà, permettez-moi de préciser que de la diaspora, c'est tout simplement pour préciser l'endroit géographique sur la terre où on vit, parce que si c'est pour diviser les Congolais, non. Non, pas du tout. Lui, son cœur bat ici. Tout à fait. C'est Dr Jean-Paul Mouka, donc je vous arrive d'Ottawa au Canada. Et c'est un plaisir d'être chez moi. Je suis chez moi, ni plus ni moins. Je suis expert en transformation numérique des entreprises, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises, petites, grandes, de toute taille, donc dans l'appropriation de l'outil numérique. Donc je suis docteur en gestion et technologie de l'information. Et donc, le numérique, c'est mon domaine. Au quotidien, j'exerce aussi en tant que banquier. En fait, je suis directeur à l'export auprès de l'Agence canadienne d'exportation. Donc, je travaille au ministère canadien du commerce extérieur et des affaires étrangères, Global Affairs, ou si vous voulez, Affaires mondiales Canada. Mais permettez-moi de m'empresser de préciser que je suis ici en qualité personnelle et donc... mes propos n'engagent que moi et moi seul, car je n'ai pas mandat de représenter le gouvernement canadien. Au moins pour nous, ça sera important parce que c'est un expert, hein, il a des choses à partager avec nous. Alors lui, nous vient de l'Inde, hein? Caleb. Il a passé beaucoup de temps là-bas. Évidemment. Il a décidé de revenir au pays pour apporter les changements. C'est ça, Caleb? Évidemment. Il était coincé dans les embouteillages ce matin. En tout cas, c'est très difficile. Mais nous sommes quand même là. Ben voilà, bienvenue. Quand il faut parler de son pays, il faut être là. C'est dans le souci de pouvoir interpeller, conscientiser, pour qu'enfin nous tenions main à la main pour aller là où nos objectifs sont en fait. Parce qu'on est un, n'est-ce pas? Alain Bolodjoa, bonjour. Bonjour mesdames, bonjour à tout le monde, bonjour aux co-débatteurs. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, docteur a dit qu'il connaissait Alain Bolodjoa, parce que lui, son cœur bat ici, et donc Caleb aussi connaît forcément. Donc il suit vraiment de près tout ce qui se passe ici. Donc quand tu viens ici et que tu nous chauffes là, lui, il est au courant de tout ça. Okay. Tout à fait. Non, mais vous savez, il n'y a rien de plus beau que de voir qu'il y a des Congolais qui émergent là où ils sont. Parce que ce qui est vrai, son cœur est ici, mais son cerveau est universel. C'est-à-dire que son intelligence peut servir à tout le monde, à toutes les nations, mais le fait tellement qu'il soit attiré par cette fibre sociale qui voudrait apporter son plus,
dans le développement du Congo, on est ensemble. Heureusement qu'il n'est pas de l'autre bord. Voilà, Ne donc, commence pas. Voilà, on est ensemble. Alain ne commence Alors, pas. quand on est à l'extérieur, on va commencer par ceux qui sont plus à l'extérieur. Comment est-ce qu'on voit le Congo? Ou mieux, comment on avait vu le Congo hier et comment on le voit aujourd'hui? Voilà. Ce qui est sûr, c'est que, à l'image du monde, le Congo est en marche, le Congo est en plein mouvement. C'est pas toujours des évolutions positives, hélas, mais une chose est certaine, c'est que dans divers domaines, le Congo est en évolution. Et voilà, sinon on reste à la traîne. Maintenant, les défis mondiaux, globaux, ils restent énormes. Je ne vous cache pas que chaque fois que l'on revient au Congo, même si on ne s'est absenté que pour un mois ou une année, d'abord on est choqué par la démographie, tout simplement. La démographie, la concentration dans les grandes villes, je ne vous parle même pas des embouteillages. Mais bon, ça c'est des phénomènes des mégapoles africaines. Dans mon domaine en particulier, je suis ravi de constater que le Congo n'est pas toujours tout à fait à la traîne, par exemple dans l'adoption de l'outil numérique. Il m'arrive très souvent d'échanger avec des individus, des entreprises. Ayant travaillé ici, moi j'ai travaillé ici à 20 ans. Ok. En tout début de ma carrière, j'ai travaillé dans le secteur informatique ici, dans une grande entreprise de télécommunications de la place. Quand je regarde le chemin qu'on a parcouru en 20 ans, je me dis que bon, il y a de quoi être fier pour mon pays. Maintenant, qu'on ne se mente pas, beaucoup reste à faire. Beaucoup reste encore à tout à faire. fait. Vous avez cet aperçu aussi, Caleb? Bien évidemment, moi, avant de quitter le pays pour rejoindre l'Inde pour mes études, j'ai me tapé la poitrine auprès de mes amis qui étaient à l'extérieur. Je leur disais qu'en tout cas, mon pays, on est en voie de développement, on est en train d'évoluer. Mais le jour où j'ai pris mon avion, je suis arrivé à l'aéroport d'Addis Abeba, je me suis tué. Là, il est encore en Afrique. Hein? Oui. Là, je me suis un peu tué. J'ai commencé à observer. Donc, j'étais calme et en même temps, j'étais un tout petit peu triste. Je regardais, j'ai dit, mais quel genre d'infrastructure? Alors, c'est en ces moments-là que mes idées commençaient à changer. Je peux dire que je ne suis pas la même personne qui a quitté le pays, qui est revenue. Donc, j'ai appris. La vision est devenue un peu plus large. Et la détermination, tout s'est un peu approfondi. Ben, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Alain nous en dira également quelque chose. Hein. Lui, déjà, il vit ici. Ah ouais. Donc, il se déplace aussi de temps en temps. Tu es d'accord avec nous qu'il y a un changement, Alain? Qu'on avance petit à petit? Non, on n'avance pas, madame. Il y a plutôt une régression dans plusieurs secteurs. C'est vrai, ils ont essayé de brosser sur le plan numérique, c'est vrai. Mais quand on voit en termes de l'accès à cette numérique, nous allons tous nous rendre compte que la plupart des Congolais qui naissent, voyez-vous, parce qu'il a parlé de la progression démographique, il y a une nette évolution de 3% l'an, mais si vous prenez en termes d'accès, vous allez vous rendre compte que le taux est très faible par rapport à la progression démographique, voyez-vous. Moi, j'ai fait le tour du Congo dans des parties un peu reculées. Je vous prends par exemple le territoire d'Ingende, où je travaille souvent, 17 000 km², mais il n'y a que 2 points de connexion téléphonique. 2 points. Ingende Centre, du numérique, vous entendez ça? Ingende Centre et Boteka. Les 2 points. Il n'y a que 2 antennes qui sont fonctionnelles sur un espace de 17 000 km². 2 fois Kinshasa. Voyez-vous, tout le monde n'a pas accès à la communication, encore moins à l'information. Ce qui veut dire qu'il y a encore un grand travail à faire. Parce que dans la plupart des cas, des gens ne font leur analyse que sur ce qu'il y a à Kinshasa. Alors que le Congo a 2 345 409 Mais on ne peut par extrapolation se dire que c'est déjà à Kinshasa censé être le miroir du Congo. Il y a ces problèmes, ça peut être pire dans les provinces du pays, n'est-ce pas? Si vous permettez, moi, je vais rebondir sur ce point-là. Je pense que vous avez raison lorsque vous parlez de Kinshasa comme le miroir du Congo, mais je pense que cette phrase-là, elle commence à être un peu passée de mode. Je crois que c'est Gbado qui a remplacé. C'est le Boumachi. Bon, d'abord, on n'est pas obligé d'avoir un miroir. Ok. On n'est pas obligé. C'est quoi le miroir des États-Unis?
Ah, mais franchement, hein, je ne vois pas. ou du Canada, ou de l'Afrique du Sud. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir un miroir. Je pense que la ville de Kinshasa a pour elle son histoire, le poids politique. Voilà, rien ne s'est passé dans ce pays sans que ça arrive à Kinshasa. Mais je crois qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il faudrait que l'on essaye de voir les choses un peu différemment. D'accord ? Vous parlez d'un territoire éloigné où il y a deux points d'accès aux télécommunications pour 17 000 km². Je crois que la construction des infrastructures à travers le pays est essentielle. C'est vrai, on est 80 millions d'habitants. Bon, je sais pas, la dernière fois qu'on a été foutu de faire un vrai recensement, c'est en 84. Donc voilà, il y a quand même 4 décennies. Mais entre-temps, on n'a pas mieux que de se fier aux extrapolations plus ou moins tenables des organismes internationaux et autres agences de statistiques. Donc certains parlent de 100, d'autres 80, c'est selon l'humeur et tout. Donc on est nombreux. Mais Kinshasa, c'est quoi? C'est 15, c'est 20 millions. Qu'en est-il des Congolais de l'arrière-pays? D'accord? Donc il faudrait absolument que les infrastructures arrivent à toucher les autres points au-delà de Kinshasa. Et puis quand on parle de l'accès au numérique, ce n'est pas... En fait, le numérique, c'est une économie. C'est une économie. Ce n'est pas que la technique. C'est une économie avec une chaîne de valeur d'acteurs. C'est-à-dire d'entrepreneurs qui vont créer, qui vont prendre le risque, de techniciens qui vont concevoir et de consommateurs. Donc c'est une culture en fait. D'accord ? Mais déjà dans notre pays, il y a un plan national du numérique qui a été élaboré. Vous êtes au courant de ça ? Et je le salue, je le consulte très régulièrement. Vous savez, en 20 ans, madame, moi je sais pas combien de plans du numérique j'ai vus dans ce pays. De quoi ? Parce que j'ai eu l'avantage de travailler, de représenter des grandes firmes internationales telles que IBM et Oracle, et on a eu beaucoup de projets tant dans le privé que dans le public dans ce pays. Et à chaque bureau où je passais, je recevais un plan du numérique. Donc dans mes tiroirs à la maison, soit sur clé USB, j'en ai des versions et des versions. Il y avait un problème. D'abord, on a perdu beaucoup de temps dans ce pays à ne pas savoir qui devrait en être le garant. Partout où vous passiez à la fonction publique, vous receviez un plan. Vous passez au PTNTIC, vous receviez un plan. Vous passez dans une telle agence, vous receviez un... Donc il y avait au moins, pour chaque agence, pour chaque ministère, il y avait un plan de développement numérique. Depuis peu, je suis ravi de constater que d'abord, entre le ministère de PTNTIC et du numérique, donc déjà les acteurs sont définis, la vision se cristallise, elle se précise. Moi, je salue cette avancée. Vous saluez également, Alain Bolodjo, cette avancée? Parce que c'est vrai que ça peut propulser notre développement, n'est-ce pas? Bon, madame, vous savez, très souvent, lorsqu'on parle de plan, ce sont juste des intentions couchées sur papier, en réalité. Mais lorsqu'on compare avec ce qui s'est fait, on se rend compte que ce sont de bonnes intentions qui seront difficiles à appliquer. Voyez-vous, je voudrais vivre ça, au fait. Parce que déjà, lorsqu'on n'a pas la maîtrise de la demande et que l'on ne sait pas mettre en place de bonnes politiques, tout ça, ça reste que des intentions. Depuis quand on a commencé à réfléchir sur le numérique? Il a dit qu'il y a eu beaucoup de plans. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Et même par rapport à la couverture, par rapport à l'information. Parce que la vulgarisation de ces plans reste un secret d'État. Combien de gens ont-ils pénétré ces documents et combien maîtrisent les tenants et les aboutissants? C'est-à-dire que dans le plan, lorsqu'on est au niveau sociétal, dans le plan, lorsqu'on a conçu un plan, on a toujours tendance à faire connaître le plan justement pour attirer les acteurs. Voyez-vous? Mais lorsque le plan reste un secret, il en a dans ses couloirs, dans ses tiroirs, pardon, mais combien en ont? Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a déjà un problème conceptuel. Et très souvent, c'est du plagiat que l'on fait. Voyez-vous, il y a un responsable. Comme rien ne naît de rien. Hein? Non, mais effectivement. Mais voilà pourquoi dans la faisabilité, madame, vous savez, il faut toujours contextualiser. Même lorsqu'on parle du numérique, vous savez, on a tenté ici avec l'enseignement à distance, on a eu à débattre longuement sur l'enseignement à distance. Le ministre, Willy Bakonga, penser que le fait seulement d'envoyer 10-15 enseignants par jour à la télé pour essayer d'apprendre à nos enfants
on allait couvrir toute la République. On a démontré que déjà la cartographie de la couverture ne pouvait même pas dépasser 20%. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous devons effectivement faire entrer cette vision dans le chef de la population. C'est toute une culture, comme l'a dit. Nous devons arriver à faire connaître notre vision sur le plan numérique, dans le domaine du numérique, à toute la population. On va créer les génies congolais dans le chef de tous ces enfants qui veulent faire quelque chose dans ces secteurs. Et fort malheureusement, jusque-là, on n'a rien senti. S'il y a un document appelé plan, mais dans la faisabilité, nous ne sentons pas. On a créé un ministère. Cela ne veut pas dire qu'on veut résoudre le problème en réalité. Savez-vous que lorsque nous réfléchissions sur le domaine, par exemple, de l'agriculture, pêche et élevage, nous avons eu aussi à proposer qu'on puisse éclater ces ministères en deux. Ministère de l'agriculture d'un côté, ministère de pêche et élevage de l'autre. Mais entre les deux, personne ne consomme son crédit en termes de budget. Qui vous dit que le ministère du numérique aura le moyen de sa politique? Voyez-vous? Et déjà, la présence de l'ARPTC crée déjà un désordre par le fait qu'on veut utiliser l'ARPTC pour des finalités autres que celles qui justifiaient sa création. Ce qui veut dire que la volonté politique ne se manifeste que pour tirer les dividendes, mais en réalité, ce n'est pas pour résoudre le problème. Moi, j'ai une question à poser à Caleb concernant également le RAM, puisqu'on parle du développement ici. Ben oui, permets-moi, Julie, s'il te plaît. On veut bien, on est beaucoup resté sur les numériques, c'est bien. C'est bien, ça fait partie également non, du numérique. Alors, pourquoi les Congolais réagissent mal par rapport à ça? Si ça va contribuer également d'une manière ou d'une autre, je parle des taxes qu'on paye, de ce qu'ils nous enlèvent dans nos téléphones, dans les crédits et autres. Si ça peut contribuer également dans les changements de notre pays, Monsieur Calais, pourquoi les Congolais s'y opposent autant? Et pour commencer, je vais glisser un mot sur les numériques. Que mes co-débatteurs ont invoqué ici. Le premier problème, parce que nous, notre structure a commencé par lancer une campagne auprès des jeunes sur l'appropriation du numérique comme un atout de développement. Nous avions constaté que le premier problème avec le numérique dans notre pays, il y a des obstacles ténaces qui s'opposent, comme par exemple l'accès aux besoins prioritaires. Le gouvernement n'arrive pas à donner l'accès à l'eau potable, le gouvernement, l'accès à la santé, à l'éducation, toutes ces choses-là. Alors, quand vous venez parler à quelqu'un, du numérique, il voit ça comme quelque chose qui passe comme ça. Déjà, il ne faut pas brûler les étapes. Dans notre pays, dans certains coins, ou bien même dans la ville de Kinshasa, dans certains coins, quand ils te voient utiliser l'ordinateur, c'est grave. Ils voient comme si tu es quelqu'un de très grave. Un extraterrestre. Voilà, tu es un extraterrestre. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Il y a des étapes à suivre. Notre population a encore beaucoup à apprendre. Une forte communication et sensibilisation. Notre jeunesse, je veux vous dire, sur le numérique, je peux vous assurer qu'à 50-60%, ils ne comprennent rien. Donc, ça leur passe comme ça. Et comment ces jeunes vont s'en approprier? Comment ils vont s'intéresser sur le plan du numérique? Si réellement l'éducation c'est un problème, l'eau potable c'est un problème, il y a un certain désordre, une certaine pauvreté qui règne au milieu d'eux, ce sera un peu difficile, le milieu ne sera pas favorable à ces jeunes-là d'accéder au numérique. Pour répondre à la question sur le RAM, d'abord ce n'est pas une taxe, c'est une rémunération de la RPTC. Donc par rapport au service qu'il rend, c'est une rémunération. Je crois, je ne suis pas juriste, mais dans notre pays, dans le droit congolais, on parle de taxes quand c'est fixé par une loi. Mais dans le cadre du RAM, il n'y a pas une loi générique qui fixe, qui parle du RAM comme une taxe ou bien qui fixe le coût. Alors, la population, nos populations s'élèvent contre l'âme, c'est normal. J'ai évoqué les obstacles, les ténaces qui s'opposent au numérique. On a prélevé les téléphones 2G, on prélevait les frais là-bas au téléphone 2G, au moment où cette tranche de population ne bénéficiait rien de ce qu'elle donnait. Et j'ai salué la décision raisonnable du gouvernement de pouvoir suspendre ces prélèvements. Maintenant, pour le prélèvement de téléphones à 3G, 3G et 4G, 4G. Allez-y, oui. Ouais, 4G. Le RAM lutte contre le vol des téléphones et la contrefaçon de téléphones. Le vol expose l'utilisateur
à des problèmes de sécurité des données et des personnes. La contrefaçon, déjà, ça fait baisser. On prélève sur la SIM. On prélève sur le téléphone. La SIM, c'est pas le téléphone. On prélève sur le téléphone. On prélève sur les SIM. Non, c'est sur les SIM. Sur les SIM. Dans mon si téléphone, vous avez 2 SIM, dans mon téléphone, il y a 2 SIM. Je vais vous expliquer. Et ils ont vraiment prélevé des 2 côtés. On prélève sur le téléphone. Comment, si vous avez 2 SIM, comment il y a une procédure pour suivre, pour que l'on puisse couper seulement pour une seule SIM. Si vous avez un téléphone à multi-SIM, vous devrez maintenant vous rendre dans le site www.ram.cd. Vous aviez été notifié comme ça? Non, nous on a fait des recherches. Nous, notre structure, on ne veut pas s'emballer dans le populisme. Et pour aller dans ces sites, il faut avoir des mégas. Bien évidemment, vous devrez vous rendre dans le site. Votre appareil multi-SIM est considéré comme un appareil à plusieurs SIM. Alors, il y a une procédure dans le www.ram.cd. On va vous demander d'insérer votre email, parce que l'email, c'est le numéro à 15 chiffres qui identifie votre téléphone. Voilà. Vous prenez le numéro de la SIM que vous choisissez, qui doit payer le RAM, et l'email. Vous mettez ça dans le site, et désormais, vous allez payer pour qu'une seule SIM ou un seul réseau. Elle pose bien la question, tout ça est numérique, tout ça incongru dans la tête de beaucoup de Congolais, et donc on n'y arrive pas. Alors moi j'ai quand même une préoccupation, parce qu'on parle des Congolais d'ici et d'ailleurs. On en est où avec le débat d'autrefois où ceux d'ici pensaient que les autres venaient un peu comme en donneurs de leçons, ou avec des formats calqués sur mesure, inadaptés aux réels besoins. À un moment, c'est comme ça qu'on a senti un peu ce rejet ou cette résistance. Jean Rabo-Montir qui vient de loin, surtout qui vient de l'étranger. Mais maintenant, comment se fait l'adaptation parce qu'il faut former un tout et évoluer ensemble? Moi, je pense que je ne peux pas aller dans cette guerre-là. Ce qui est vrai, c'est que notre pays a beaucoup à apprendre. Et nous devons placer l'humilité au milieu de tout. Je vous ai dit que quand j'ai quitté ces pays, je ne suis même pas encore arrivé à ma destination, justement à Addis Abeba. J'ai commencé à être triste. Donc, il y a beaucoup à revoir. Pourtant, quand j'étais à Kinshasa, j'ai tapé la poitrine, RDC, Lokamakasi. Mais je suis arrivé à Addis Abeba. Je n'ai même pas piétiné et mis mes pieds là à l'aéroport. J'ai vu ça comme une autre technologie. Juste quand l'hôtesse a annoncé qu'on allait atterrir à Addis Abeba, tu as vu par... quelque chose qui vient à l'avion. Je n'ai même pas touché le sol. Et quand j'ai remarqué l'aéroport, les infrastructures, j'ai pleuré, j'ai dit non. Je comprends pourquoi certaines personnes à la diaspora s'énervent comme ça. Et nous, quand on est acquis, on dit mais parfois ça énerve. Parfois c'est révoltant. Et quand tu reviens dans le pays, tu as envie de faire quelque chose. Tu as envie maintenant de prendre ce que tu as appris là-bas, les mettre en pratique. Mais quand nous arrivons sur place, nous trouvons encore des Congolais qui vont dire mais vous voulez nous apprendre quoi? Et il y a une guerre. Nous, on n'a pas besoin de regarder cette guerre-là. Nous, on a besoin des objectifs. Moi, quand j'ai quitté là-bas, je suis venu avec des objectifs. Je ne mourrai pas sans les accomplir. Je ne mourrai pas sans. C'est ça la détermination que j'ai. Alors, docteur Jean-Paul, vous êtes motivateur, justement. Il y a quand même une problématique répondante. C'est que les gens peuvent avoir des idées pour faire des projets, ok, mais il faut aussi des moyens. C'est alors que les Congolais disent aussi on n'a pas accès aux ressources financières et même parfois humaines aussi, n'est-ce pas, parce que la technologie... Ils ont besoin d'être accompagnés finalement dans leurs projets. Si vous permettez, je vais juste toucher très rapidement sur ce qui vient d'être dit et aussi peut-être compléter mon co-débatteur pour avancer. Vous savez, sans tomber dans le juridisme, j'ai pensé à quelque chose lorsqu'il parlait du RAM, dans le registre des appareils mobiles et tout. En fait, pour moi, je vais juste rentrer dans le bon sens. On appelle ça comme on veut, taxes, redevances, rémunération et tout. Je vous garantis, il n'y a pas un pays au monde où payer la taxe est un exercice plaisant. Tout le monde ne veut pas payer la taxe. Les riches fuient la taxe. C'est pour ça qu'il y a les paradis fiscaux. Eux, on pourrait se dire, allez, ils sont déjà multimilliardaires, quelques milliards pour le trésor public, ça va pas casser la baraque. Non, ils posent leur argent là où il y a le moins de fiscalité possible, là où la fiscalité est la plus légère. Les pauvres fuient la taxe pour des raisons tout à fait différentes. Au Congo, c'est un peu plus spécifique. Des raisons de les riches pouvoir payent d'achat. pratiquement pas, ce sont les pauvres qui payent. C'est vrai, mais je vais nuancer parce que les riches, ils ont souvent plus de moyens de se faire mieux conseiller pour faire ce que l'on appelle l'optimisation fiscale.
qui n'est pas une évasion fiscale. C'est-à-dire ils profitent des lois en vigueur pour peut-être soit enregistrer leurs entreprises dans des pays où la fiscalité est un peu plus légère, etc. Mais le maître mot pour moi ici, c'est la contrepartie. On paye pourquoi ? Pour que cet argent serve à quoi, et on reçoit quoi en retour. Pour le reste, je laisserai les juristes nous situer. Moi, tout ce que je sais, c'est que quel que soit votre pouvoir d'achat, on paye pourquoi, pour que ça serve à quoi, et on reçoit quoi en retour. Donc, essayez de répondre à ces 3 questions-là par rapport au RAM, et vous me direz si c'est approprié ou pas, et puis on peut rentrer dans des détails techniques. Ça, c'est 1. De 2, vous avez parlé ici de la diaspora, de donneurs de leçons et de reste. Moi, à cette question, quand j'y réfléchis, j'ai l'habitude de dire, dans ce pays, il faut qu'on fasse attention. On est guetté par un très grand danger. On est en train de très vite devenir une machine, un parent qui a comme spécialité de diviser ses enfants. Ouais, diviser ses enfants. Je vais être très clair, je ne vais pas mâcher. Pour que le parent règne alors. Alors, je ne sais pas qui doit régner, mais en fait, il y a une mode qui se développe au Congo, c'est une mode de diviser les Congolais. C'est-à-dire, entre Congolais d'ici, Congolais de la diaspora, entre Congolais de l'Est, Congolais de l'Ouest. Donc ça, c'est un très, très, très grand... Souvenez-vous qu'il y a des pays, il y a des pays comme ça au monde où ils ont plus de leurs ressortissants à l'étranger que dans le pays. Ce n'est pas notre cas, mais il y a des pays où vous n'allez pas passer 2 rues sans trouver un ressortissant de ce pays-là. Voilà. D'accord ? Donc moi, je considère ça plutôt comme un atout qu'une faiblesse. C'est de 1. Maintenant, c'est vrai, puisque le Congo est en évolution, des fois, quand on part du Congo, on a tendance à être déphasé. Moi, j'ai eu la chance, depuis 25 ans que je vis en dehors du Congo, de revenir absolument chaque année et parfois même plusieurs fois dans l'année. D'accord ? Et je me rappelle, juste pour faire une petite digression, parfois je parle avec des gens qui sont partis à l'époque, vous savez, les gens qui appellent encore Katanga Chaba. Oui, donc vous comprenez déjà l'époque à laquelle ils ont quitté. Et une fois, j'ai dû convaincre à quelqu'un que non, des distributeurs de billets, par exemple, à Kin, à Lubumbashi, c'est devenu monnaie courante. Tu n'as pas besoin de partir de l'Europe, de l'Amérique avec des caisses et des caisses d'argent. C'était, en fait, on disait, non, mais toi, t'aimes trop ce Congo, là, t'es en train de nous flatter. Et je ne vous parle pas d'il y a 15 ans, je vous parle de plus ou moins récemment. Donc, moi, ce que j'ai toujours conseillé, c'est, en fait, on se complète. On se complète. Sortir de ce pays, c'est une chance extrême. Sortir de ce pays, aller apprendre ailleurs, d'autres cultures, d'autres technologies, d'autres visions du monde. C'est une richesse. Mais rester, ce n'est pas un handicap. Rester au pays, ce n'est pas un handicap. Parce que quand on arrive, on a besoin de se mettre, de s'acclimater. Et puis, il se fait des choses ici. Il se fait des choses, il y a des poches d'excellence ici. Il y a des personnes qui, dans leur domaine, font bien les choses avec les moyens du bord. Ce qui me ramène à votre question de dire, voilà comment on finance, comment on trouve les moyens, par exemple, pour les entrepreneurs. Moi, je reviens en fait, j'ai peut-être ce biais-là, puisque je travaille dans des organismes internationaux et publics, parapublics, c'est que la vision, pour moi, doit toujours venir d'en haut. Il y a plusieurs écoles de pensée, mais moi, je suis un partisan et un chantre de l'État stratège. Monsieur Bolojo a dit que les plans, c'est des chapelets de bonnes intentions. Il n'a pas tort. Mais il faut commencer par un plan. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui donne le là, qui donne la vision. Le problème, ce n'est pas dans la planification. Même si très souvent on fait du copier-coller, on prend plan de tel pays, prend tel pays. Moi, je pense humblement que c'est un bon début, quitte à contextualiser, aux réalités locales, et 2, adapter à l'évolution du pays. Donc, une fois qu'on a un plan qui reflète plus ou moins la couleur, plus ou moins la culture, on peut maintenant on peut chercher les moyens pour donner vie à ce plan. Les chercher où? Parce que c'est là où se pose également le problème, M. Jean-Paul. Vous avez dit, vous faites des va-et-vient, des allers-retours, ça c'est bien, mais lorsque vous venez dans tout ce que vous avez planifié pour investir ici dans votre pays, est-ce que vous êtes accompagné? Vous êtes soutenu par rapport à ça? L'erreur que l'on fait, c'est de penser que le gouvernement a pour rôle, que certains font, pas tous, a pour rôle d'accompagner chaque entrepreneur en créant des emplois pour eux et tout. Non. Je pense et je reviens encore à ma formule de l'État stratège, c'est-à-dire l'État qui donne le là, l'État qui allège
les conditions, l'État qui assainit le climat des affaires. D'accord? Ça, ce n'est pas le rôle des particuliers, des privés. Okay. Parce que franchement, aujourd'hui, quand vous regardez le poids de la fiscalité, les complexités dans l'administration, etc., si vous êtes un investisseur international, on va dire, à opportunité égale, c'est clair que vous ne venez pas au Congo. Très souvent, on vient au Congo parce que soit on puise et on s'en va, hein, vous voyez de quoi je parle, mais s'il faut développer quelque chose ici, créer des emplois et laisser une trace, souvent quand on regarde la lourdeur administrative, on préfère aller ailleurs. Donc, on doit assainir notre environnement des affaires pour que ceux qui arrivent se sentent accompagnés. Mais quand on dit se sentent accompagnés, c'est pas seulement leur donner de l'argent. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, moi, j'ai la chance d'évoluer dans le gouvernement canadien. Il y a beaucoup de programmes qui accompagnent les petits entrepreneurs. Des subventions, des financements, des fois juste des accompagnements. On a tendance à penser que l'information n'est pas nécessaire. Voilà, les gens arrivent et ils s'en mêlent les pinceaux avec 10 000 accompagnateurs, mais le gouvernement, par exemple, peut, à peu de frais, offrir, à travers des agences spécialisées, bien entendu, cette information-là. Et je vois que c'est en train de venir, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien. Quand je regarde, par exemple, moi j'ai côtoyé l'ANAPI il y a longtemps, je regarde aujourd'hui ce que l'ANAPI offre comme programme. Bon, je ne suis pas sur place tout le temps pour me prononcer sur la performance dans ce qu'ils prétendent faire, mais je vois qu'un entrepreneur, quand il vient aujourd'hui au Congo, il est plus ou moins accompagné. Mais c'est encore trop lourd. L'administration est encore extrêmement lourde. Ah, monsieur. On n'assouplit pas. Bon, madame, ce sont des politiques publiques contradictoires par moment. On voudrait d'un côté maximiser les recettes en asphyxiant les entreprises et de l'autre côté les accompagner en allégeant, et par moment, on ne sait pas, on est dans quelle approche. Mais je voudrais plutôt rebondir sur ce qui a été dit en rapport avec les RAM. Les téléphones seront appelés à être enregistrés combien de fois? Parce que par moment, on veut nous emballer dans ces débats et pourtant, tout le monde sait que c'est une forme d'escroquerie, mais que l'on cherche à voiler. Un téléphone a une durée de vie, voyez-vous? Et en réalité, le téléphone ne changera pas d'origine ou ne deviendra pas un téléphone original par le simple fait d'avoir été enregistré. J'ai un téléphone à double SIM. Vous me dites d'aller faire enregistrer. Justement parce que vous considérez pour votre part que l'on voudrait me sécuriser contre la piraterie ou sinon en cas de vol. Prenons les deux aspects. En cas de vol, ça devient pratiquement une sorte d'assurance. Logiquement. Alors qu'en réalité, dans l'assurance, on souscrit librement. On n'impose pas à quelqu'un d'assurer son téléphone. Comment peut-on expliquer? J'ai un téléphone qui m'a coûté, par exemple, 45 $. Mais je suis appelé à payer 7 $ jusqu'à ce que le téléphone va s'éteindre. Mais si vous faites les calculs, vous allez vous rendre compte que le coût du téléphone est loin inférieur au coût du RAM. Le problème n'est pas encore au niveau de le contrepartie ou ce que nous pouvons gagner en se faisant enregistrer. Mais c'est d'abord le mécanisme de la fixation du mécanisme de l'enregistrement. C'est là où pose problème. On ne peut pas créer une rémunération sur base des sauts d'humeur. Parce que lorsqu'on parle de ces fameux décrets qui auraient créé cette rémunération, nulle part dans le décret, on a fait allusion au RAM. Nulle part. Et ce ne sont pas les consommateurs finaux qui devaient en principe payer. Parce que dans le décret, on parle plutôt d'une rémunération que les entreprises ou les opérateurs devaient payer à l'ARPTC. Ce sont eux qui utilisent les services de l'ARPTC, pas nous. Ça, c'est un autre débat. Et lorsque vous voyez dans tous ces pays-là, par exemple, il a cité en Éthiopie, vous prenez comment dans d'autres pays, tout ce que vous voyez là, c'est la résultante de politiques cohérentes. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans des politiques cohérentes, vous êtes dans la norme. Lorsque la norme vous dit, pour créer une taxe,
il faut impérativement passer par telle organisation et que vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas brandir le bien fondé de la taxe dès lors que vous-même, vous n'avez pas respecté la procédure. Voyez-vous? Ce sont là des réalités. Le développement, en fait, c'est un processus cumulatif. Nous savons tous que l'État vit que grâce aux taxes, aux redevances, aux impôts et consorts. Là, nous les savons. Mais l'État, en fait, doit aussi respecter la procédure pour que cela soit contraignant à tout le monde. Mais lorsque vous-même, vous ne respectez... Et d'ailleurs, en termes d'enregistrement, qui enregistre en réalité nos téléphones? C'est la PTC ou ce sont les opérateurs? Les opérateurs. Moi, je me suis fait enregistrer chez mon opérateur. Alors, si vous vous êtes fait enregistrer par l'opérateur, ne savez-vous pas que dans la structure de prix des unités, nous avons déjà payé des taxes, nous avons payé d'autres impôts dans les téléphones. Ce qui veut dire que le problème ici, c'est le non-respect de la norme. J'étais à Casablanca, j'étais en Moscou, j'étais à Sochi. C'est que moi, j'ai constaté la présence de l'État. L'État est partout. Et lorsque l'État est partout et que l'État est compris par la population, il y a une sorte d'osmose entre les institutions et la population. En ces moments-là, en travaillant en harmonie, on accompagne les actions. Mais lorsque vous voulez imposer votre dictat et que vous ne respectez pas la norme, ça crée une sorte de barrière. Ce qui est important à retenir, qu'effectivement, nous avons besoin d'atteindre ces niveaux-là de vie, le niveau du numérique, tout ça. C'est bon. Mais il faut savoir que c'est vrai, au-delà des atouts que cela apporte, nous devons aussi nous organiser parce que nous sommes dans un environnement concurrentiel. Nous voyons aujourd'hui au niveau international, bien que ici ça commence déjà peut-être à émerger, il y a les e-business, il y a les gens qui font du commerce en ligne. Oui. Voyez-vous? Est-ce que notre État aujourd'hui est-il capable de faire le suivi? Parce que c'est là où maintenant il doit arriver à voir le flux qu'il y a. Il y a des gens qui achètent des produits, on vous livre à la maison, mais comment l'État va retracer tout ça pour arriver aussi à fonctionner? Voilà. Alors, la meilleure manière de faire, c'est d'abord amener l'administration à être capable d'intégrer ce monde-là. Numérique. C'est-à-dire que nous devons avoir une forte administration qui arrive à retracer tout ce qui s'est fait en numérique afin que l'État arrive à ponctionner le peu qu'il a. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème avec la TVA. Chaque Congolais, pauvre, riche, nous payons 16% de notre consommation. Chaque année, nous donnons à l'État congolais. Est-il en mesure de faire le traçage et d'arriver à capter le fonds? Non. Pourquoi? Parce que le fait seulement qu'on est dans l'idée de rester dans ce qui est traditionnel. Nous n'arrivons pas à intégrer l'évolution de la société. Ça fait qu'aujourd'hui, notre État est en retard par rapport aux opérateurs. Ok. On va revenir sur ça. Monsieur Caleb voulait placer le mot, mais nous allons marquer une petite pause. Et ça juste nous après, permet on reviendra vers toi, de Caleb. faire entrer Patricia Kaniki, Christian Emango. Voilà, Ouais. à tout à l'heure. Voilà, de retour sur ce plateau, merci à David Sivi. Caleb, tu voulais juste intervenir à ce que M. Alain disait, et juste après, nous allons saluer nos deux intervenants qui viennent de s'ajouter sur le plateau. Évidemment, c'est concernant le RAM, par rapport à ce que mes collaborateurs ont évoqué. Sur d'abord la question de ce qu'ils reçoivent comme service de RAM. J'ai parlé de la lutte contre le téléphone. Le RAM apporte une protection sur les téléphones contre le vol. Aujourd'hui, si on te vole le téléphone, tu as la capacité de le faire bloquer ou de le retracer. Comment tu vas le faire? En allant vers ton opérateur cellulaire, tu vas demander à ce qu'il fasse pour toi la SIM blanche et en faisant pour toi la SIM blanche, tu peux introduire une autre demande auprès de lui pour qu'il bloque le téléphone ou bien qu'il le retrace. Et lui va le faire au travers ton numéro email, il va faire une demande au RAM et c'est le RAM qui va soit bloquer, soit retracer votre téléphone. C'est possible. Aujourd'hui, quand on en parle aux Congolais, ils pensent que c'est de la magie. Mais en fait, ça, c'est ce qui se faisait depuis. Madame, Non. On appelait l'opérateur bloqué et puis faisait la SIM blanche. Aujourd'hui, on peut aussi retracer votre téléphone si on vous le vole. Nous avons réfléchi, c'est que le RAM a donné une certaine confiance
une certaine confiance à nos populations qui utilisent leur téléphone. Mais la population, c'est Au travers. Je n'ai pas fait. Ok. Rapidement, Patricia Kani qui est là avec Deuxième des Cécile Mambo. choses, sur les téléphones contrefaits. Vous savez qu'on a fait fuir des opérateurs économiques dans ces pays à cause des téléphones contrefaits. Combien de millions de téléphones contrefaits existent dans ces pays? Ça continue. Et aujourd'hui, oui, parce qu'en septembre 2022, tous ces téléphones-là ne vont plus fonctionner dans notre pays. Comment ça? Permettez-moi de parachever mon idée, s'il vous plaît. Alors, et quand les opérateurs économiques fuient le pays, vous savez, les retombées, c'est que les recettes budgétaires, l'emploi, on perd. Aujourd'hui, avec la lutte contre les téléphones contrefaits, qui non seulement nuisent à la qualité de la communication, mais aussi à cause de plombes élevées, ça donne des problèmes sanitaires. Il ne faut pas oublier cela aussi. Et aujourd'hui... Merci. Il faut être plus explicite parce qu'apparemment on est dans le blabla. Là. On est, non Oui, seulement mais on je est dans pense le que blabla. à quel niveau? Caleb, À quel il y a niveau? Caleb va revenir, voilà. Parce qu'ici, on parle du développement de la RDC vu par les Congolais ici de la diaspora. Je crois, Sylvie, on trouvera un temps pour que pour RAM, Caleb on a des experts en revienne. numérique, Voilà. nous aussi les Parce utilisateurs que, lambda. déjà, moi, j'avais une question, mais prochainement, quand tu viendras, tu vas répondre à cette question lorsque tu parles de... comment Retracer ton téléphone. Retracer le téléphone. Ouais. C'est quoi la suite? Après, vous récupérez mon téléphone, vous me le ramenez, faites la ou demande. vous non, vous allez répondre après, parce qu'aujourd'hui, on reste dans les développements. Mais Patricia Ce n'est pas Kani qui une n'était pas assurance, encore mais c'est un annoncé. fait. Est-ce qu'on t'a annoncé vraiment? Ah, les Congolais de la diaspora. Elle est congolaise. Elle est là, elle c'est Patricia Kani qui, elle arrache la parole. Oui, c'est une assurance. Un RAM, c'est une assurance. Oui. Ah, ben on aurait dû nous prévenir. J'étais pas Le au courant. RAM, Caleb vient de le faire. le RAM, c'est un frais que récolte l'ARPTC par rapport au service qu'ils rend à la population. Quel est le service? Quel est le service? Il y a par le collège Patricia, qui gère tu vas l'ARPTC, revenir. le collège qui gère l'ARPTC, Alain, l'arrêté Alain, du 10 juin 2020, Caleb, l'arrêté du 10 juin 2020 du ministre du PETENTI a donné le fonctionnement. Ce n'est pas une taxe. Est-ce qu'on peut rester- on peut C'est rester une dans notre sujet rémunération. de Ce n'est pas une taxe. Non, mais attendez, la rémunération, Merci, Caleb. la rémunération qui a une contrepartie. C'est cette rémunération-là, qui a une contrepartie. C'est ça, c'est ce que vous appelez rémunération, qui a une contrepartie. C'est une Bon, on a rémunération compris quand de même la que ça, FPTC c'est par la rapport fiscalité, au service ça, c'est qu'ils rend à la la- population. Ça, c'est de Je n'aimerais pas ici, madame, je n'aimerais pas ici, madame, qu'on puisse dire ce qui n'est pas... On reviendra Non, sur on votre reviendra. vue de On RAM entre reviendra Biko sur ça. et New Delhi. Il n'y a pas de souci. Alors moi je vais lire cette question, vous allez peut-être tous répondre, mais je crois que c'est beaucoup plus, on dit à notre compatriote de l'Ottawa. Ils ont Donc noté, les autres pourront également réagir. Et Mango n'a rien dit. Lui au moins il est posé, il n'est pas comme Patricia Kani ce matin. Nous demandons à notre diaspora de créer une émulation pour un Congo à venir en vendant la bonne image du pays. Le Congo doit plus travailler sur la formation professionnelle et l'entrepreneuriat, de tout comme fut la Chine. Évitons nos complexes de diplômes et autres. Solution à notre compatriote de l'Ottawa. Merci, c'est M. Urbain depuis Kinshasa. Bonjour, je peux avoir le numéro de votre invité en veste bleue? Ben oui, c'est docteur, hein, il est en bleu. Voilà. Parce que Bolodjo, en tout cas, on connaît, on l'appellerait par son nom. Ben, il est aussi en bleu. Hein? Moi, je suis en bleu aussi. Ah, moi, je ne suis pas invitée. Non, hein. non, toi, tu ok, n'es pas invité. prochaine. Non, donc je... Ça doit être le caméraman. Voilà, donc M. Jean-Paul va répondre à ça. Et puis le dernier dit, le site www.ram.cd ne fonctionne pas. Je l'ai essayé plusieurs fois sans succès. En tout cas, on ne répondra pas à ça. Dit là. On ne répondra C'est pas à ça, prof. C'est le constat que le prof a Prof fait. dit, là, on vous répondra Voilà. prochainement, s'il vous plaît. Docteur Jean-Paul, allez-y. Merci beaucoup. Excellente question, donc je remercie le téléspectateur. Ouais, mais c'est Urbain. Monsieur Urbain, merci pour la question. Donc je vais y répondre, mais à un bémol près. Pourvu que dans sa question, il ne soit pas en train d'insinuer que les Congolais de la diaspora ont une plus grande responsabilité de représenter le Congo Non, que les peut-être pas. Congolais Moi, je d'ici. comprends peut-être qu'avant, on savait que les Congolais, c'était des brigands et tout ça. Il faut redorer aussi cette image-là là-bas. En fait, madame, qu'à cela ne tienne,
tout Congolais, à mon avis, là où il se trouve, si tant est qu'il se sente Congolais, il a le devoir, le droit et ainsi la responsabilité de représenter son pays, d'être une bonne image pour son pays. Donc, le Congolais de la diaspora, il n'est ni plus ni moins Congolais que le Congolais d'ici. Maintenant, les dérives, elles se passent partout. Je pense que quand on regarde certaines dérives, certains travers ici au pays, ce n'est pas une bonne image, ce n'est pas une bonne publicité du pays. Dans la diaspora aussi. Je pense que le poids de l'histoire, encore une fois, moi j'aime bien me renseigner sur ce qui s'est passé dans notre pays. Je pense qu'on a eu quand même une période de notre histoire où nous tous peut-être ici sur le plateau, je ne parlais pas pour tout le monde, mais en tout cas moi dans mon cas, parce que je suis né au Congo, donc je ne suis pas né dans la diaspora, on a à un moment donné rêvé, idolisé la diaspora. D'accord ? Les gens qui sortaient, dans chaque famille, si on avait au moins quelqu'un qui était parti, c'était en fait le salut pour la famille. Vous avez assez D'accord. fait. Donc tout ça, ça continue de peser sur nous. Et donc, par ricochet, ça fait que nous avons tous grandi en pensant que peut-être... En fait, ça a développé un complexe. Soyons tout à fait honnêtes. Ça a développé un complexe d'infériorité. C'est le bleu ici, il est noir et blanc. Complexe... double face, d'infériorité ici, de supériorité là-bas. Madame, si chaque jour on vous répétait que vous étiez spécial, si chaque jour on vous répétait que sans vous on ne vivrait pas ici, eh bien vous prendrez aussi, vous toucherez plus terre. Vous prendrez aussi vraiment des airs. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a une responsabilité parce que bon, peut-être dans la diaspora parfois on a certaines facilités qui ne sont pas au Congo, mais à la base, il faudrait que chaque Congolais là où il est, il contribue au rayonnement du pays. Pas plus ceux de la diaspora que ceux qui sont ici. C'est ce que je pourrais dire en ce moment. Je sais que mes co-débatteurs piaffent d'impatience, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Développement de la RDC, vu par les Congolais d'ici et par Patricia Kaniki. Oui, par Patricia Kaniki, je préfère. Oui. Pour moi, un pays doit principalement se développer via déjà la démocratie. Parce qu'on en a vraiment besoin de nos jours aujourd'hui. Si on doit quitter certaines dictatures pour entrer dans d'autres formes de dictature et chercher à développer le pays, je ne pense pas que ça sera possible. Nous sommes une république démocratique. Donc oui, c'est le nom. Oui, nous sommes république démocratique. Merci. Nous sommes république démocratique du Congo. Mais nous ne vivons pas la démocratie sous toutes ses formes. Oui, nous ne vivons pas la démocratie sous toutes ses formes. Donc pour moi, je pense que le développement d'un pays doit entre autres aussi passer par la démocratie, une vraie démocratisation. Parce que les pays qui sont en voie, même plus, aujourd'hui on n'a même plus des pays qui sont en voie de développement. Les pays développés sont des pays où je pense que la démocratie prime. Aujourd'hui on peut venir, parce que je suis arrivée, on parlait de la diaspora, on parle d'ici, on peut venir avec les plus belles idées. On se sent tous à un moment donné coincés. Là, je parle de la diaspora qui viennent, parce que les gens de la diaspora me disent souvent, non, Patricia Kaniki, quand vous arrivez sur le plateau, vous avez tendance à nous écraser. Non, je suis plutôt réaliste. C'est pas tous ceux qui viennent de la diaspora qui ne font rien, mais beaucoup sont venus avec de très belles idées, mais arrivés ici, c'est le Congolais qui est sur place, même les autorités, qui mettent des bâtons dans les roues. On va vous demander des papiers que vous ne saurez répondre. Et même si vous êtes capable de les répondre, vous vous rendez compte qu'on arrive dans certains ministères. Toi qui viens avec un projet qui va aider à l'épanouissement du pays, on te demande déjà d'abord de payer la rétro. Cette fameuse rétrocommission. Voilà. Après, tu peux prendre la poudre d'escampette, mais que vous non, mais non. Mais même si je vais prendre la poudre d'escampette, c'est pas en te donnant, par exemple, si je ramène un projet qui vaut 1 million, c'est pas en te donnant 50 000 que tu mettras dans ta poche, qui n'ira pas dans la caisse de l'État, que ça va changer quelque chose. Et tout ça, quand les Congolais de la diaspora plutôt sont confrontés à ça, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ce désistement, les gens sont fatigués. Quand on parle maintenant du Congolais de la diaspora, de la classe moyenne par exemple, qui vient pour investir un petit business qui peut aussi aider à l'épanouissement, parce que quand on sait déjà employer 1, 2 ou 3 personnes, déjà quand ils viennent, ces Congolais-là sont aussi confrontés à la mentalité des Congolais
qui sont restés au pays, aux familles. Nos familles aussi ne nous aident pas parce que quand tu viens, tu investis un petit business, c'est l'oncle, c'est le papa. Donc, nous devons revoir tous ces cahiers. Voilà, quelqu'un qui vient, qui investit, qui, par exemple, met un gérant pour gérer ses biens. Cette personne est partie. Quand l'oncle vient, le gérant n'a rien à dire. Il y a même des gérants qui se font frapper. Et après, c'est du coup, on appelle le membre de la famille pour lui apprendre que oui, vous aviez laissé ça et ça, mais on a mis de côté le gérant, il a volé, a inventé des histoires. Au point où même les Congolais plutôt de la diaspora, de la classe moyenne, qui veulent investir, sont bloqués. Donc pour le développement, pour moi, je pense qu'on a besoin, nous tous, d'une bonne remise en question. Moi, je parle souvent, on m'a aussi frappé sur les doigts pour ça, mais moi, je parle souvent un langage, comme je le dis, courant, que tout le monde pourrait parler, parce que je pense que sur le plateau, on a un professeur, un docteur, j'ai entendu, un docteur motivateur, il est banquier, il a tous les beaux titres. Il est congolais. Oui, c'est déjà surtout, voilà. Avant tout. Voilà, c'est beau. On a papa Alain qui est là, on a le confrère Ram qui m'a appris quelque chose aujourd'hui. On a notre très charmant Christian qui est là avec nous aussi, un Congolais d'ici. Donc, à un moment donné, on a besoin aussi d'entendre ce langage de cette population qui ne sait pas toujours s'exprimer avec les mots cadrant, les lettres, les articles de la loi, comme monsieur nous a expliqué, RAM, ce serait bien. Moi, avant de partir, j'aimerais vraiment discuter avec vous, parce que la population, beaucoup pleure sur RAM. On ne nous a jamais appris que RAM, c'était une assurance. On ne nous en a jamais parlé, mais on ne va pas rester dessus. Alors, j'aime beaucoup. Elle a ouvert beaucoup d'angles, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment, lorsqu'on parle ici, on pense qu'il n'y a que l'autorité qui a des choses à faire. Mais nous-mêmes aussi, en tant que petit peuple, on n'aide pas les autres à émerger. Hein? On te nomme chauffeur, mais c'est toi qui bousille le tout, on t'arrête chaque jour, chez toi il n'y a jamais d'argent, il n'y a que des pièces qui tombent en panne, alors que voilà. Mais alors pourquoi on fait ça comme ça, nous les Congolais d'ici? Vous, les faux tontons qui êtes restés au pays? Bon, on fait ça comme ça ici parce qu'il faut aussi mettre en exergue qu'on ne donne pas aussi aux travailleurs congolais les conditions de travail. Ça pousse aussi à voler. Oui. L'État a peut-être sa responsabilité parce que chez nous ici, on compte, par exemple, pour ce qui est des taxis, on ne compte pas le kilométrage dans la journée, mais on attend le versement. Ce qui fait que quand la personne a moins circulé, mais il doit amener un versement forfaitaire, il est obligé de voler. Parce que s'il remet tout au patron, lui-même reste avec rien. Donc, il doit créer des pannes, inventer des situations pour qu'il reste avec quelque chose. Donc, ce secteur-là, il faut que l'État voie comment est-ce qu'il faut s'organiser là-bas. Parce que quand vous avez, par exemple, Transco, on regarde le kilométrage. On ne leur demande pas d'amener le versement. Et le phénomène versement est allé même jusqu'à la police. Ceux qui se tiennent dans les coins des rues, même lorsqu'il n'y a pas infraction au code de la route, mais on vous arrête parce qu'il faut que les policiers ramènent le versement. Il y a un target au quotidien. Tout à fait. Donc, c'est cela qui fait que lorsque les conditions de travail ne sont pas réunies, ça pousse le travailleur à voler. Lorsque les conditions de travail ne sont pas réunies, qu'il s'agisse même de celui qui vient de l'étranger, qui arrive ici, vous allez voir qu'il sait comment à l'étranger on travaille, quelles conditions on donne aux travailleurs là-bas, mais il arrive ici, il vous fait travailler, il change complètement. C'est-à-dire, il n'y a pas de soins de santé, vous n'avez pas de logement, vous n'avez rien, et il s'attend à ce que vous venez. D'ailleurs, quand il trouve que la situation est bien plus posée ici, ça veut dire, pour lui, avantageux. Il sait que si vous faites travailler un maçon en Europe, en Amérique ou ailleurs, il faut le payer, par exemple, par heure 8 €, mais il arrive ici, il trouve qu'il faut payer par heure 1000 francs, ça le convient. Notre propre diaspora le fait ici. Je le sais. Là où il travaille, là-bas, on lui donne 8 € l'heure. Mais quand il arrive ici, il fait travailler 1000 francs, c'est-à-dire 55 l'heure. Je vais là où la main-d'œuvre est moins chère. Tout à fait, la main-d'œuvre est moins chère, mais si vous ne voulez pas qu'on vous vole, faites en sorte que celui qui travaille pour vous soit dans les bonnes conditions. Vous savez, moi je n'ai rien contre la diaspora, mais je reproche aussi à notre diaspora quelque part. Il y a ceux qui sont dans notre diaspora à l'étranger, ils vous poussent à le suivre.
Il ne vous démotive pas que il faut travailler, ça passe, ça il faut travailler, parfois -1, -2, mais on vous motive, on vous dit non. Ici on mange bien. Il y a des belles photos qu'on prend et tout ça. On vous vend des rêves. Et vous voulez bien y aller aussi. Alors ça pose un peu un problème. Je voulais terminer par dire que le problème de notre diaspora aussi, j'ai suivi les chefs d'État parler des règles, des normes qu'il faut mettre en place pour permettre à la diaspora de pouvoir émerger ici. Ça commence d'abord par la question de la nationalité. C'était un faux débat qu'on nous amène aussi, la question de cette double nationalité. Je soutiendrai Mordicus, et là je suis pour la diaspora, je soutiendrai Mordicus, que la question de la double nationalité n'est pas seulement une question de frontières. Il faut qu'on voie le côté économique de cette double nationalité-là. Organisons-nous en interne. Aujourd'hui, on parle des recensements, mais tout le monde voit les recensements seulement dans le côté politique. Alors que c'est un bon départ pour permettre à la diaspora qu'on puisse savoir qui est congolais, qui ne l'est pas, quelles sont ses origines. Et à partir de là, les Congolais de l'étranger, comme on les appelle, peuvent maintenant avoir une double nationalité et ça va gêner personne. Mais nous, ici, quand on veut parler de la double nationalité, on pense seulement que la personne va devenir demain président de la République, il aura des intérêts ici et ailleurs. C'est seulement ces questions-là qui sont mises en avant. Mais le côté, oui, la stigmatisation, mais le côté, c'est que la diaspora envoie, j'entendais ici. Oui, il y a des montants, les chiffres sont éloquents. Oui, c'est à au point qu'à un moment, 4% de notre PIB. Oui, 4% de notre PIB. Évidemment. Décembre arrive, il nous fait remonter. C'est quand même énorme. Et vous le savez, vous savez peut-être le budget qui va être adopté dans quelques jours au niveau du Parlement a rabaissé, par exemple, pour ce qui est de la TVA, j'entendais Bolodjo parler. La TVA, c'est toujours 16%. Mais pour certains produits, par exemple, les chinchas, les ceci, les cela, c'est rabaissé jusqu'à 8%. Mais la question fondamentale, c'est que c'est qu'on rabaisse à 8%. Mais ceux qui vont nous envoyer, ça va passer par quelle frontière? Cette diaspora-là qui contribue, cette diaspora-là qui envoie l'argent à partir de partout au monde, lorsque cet argent-là est transféré, arrive au niveau des banques ici, c'est combien il faut payer comme montant qu'il faut retirer? Tout ça, ce sont des questions qu'il fallait tenir compte pour que même si la diaspora est en train de transférer, et puis il ne faut pas seulement qu'on s'arrête au fait qu'on transfère pour que Tolia. Il faut transférer des capitaux pour que ça puisse produire quelque temps après. Ce n'est pas $1 et puis demain je redeviens. Ici, on y travaille. Qu'on puisse l'utiliser à bon escient. Donc ceux de la diaspora, tenez compte aussi, lorsque vous faites vos transferts, tenez compte de la situation sur place. On ne peut pas te payer 8 € là-bas, mais tu veux faire travailler les gens ici à 55. Tu envoies l'argent, mais il n'y a pas de transport pour que j'aille retirer. Comment ça va se passer? Alors, il nous reste 7 minutes. On va accorder la parole au docteur qui va donner peut-être son mot de la fin. De toute façon, la porte vous est ouverte. Merci beaucoup, c'est gentil. En fait, je vais toucher à quelques petits points très, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. D'abord, il ne faut pas sous-estimer le poids économique de la diaspora dans nos pays, on va dire... d'origine. Dans le pays d'origine, surtout en Afrique subsaharienne et tout. Vous savez, aujourd'hui, l'enjeu est tellement lourd que si vous suivez, par exemple, ce qui se passe ailleurs, aujourd'hui, dans la campagne électorale française, parce qu'en France, on arrive à la campagne électorale, le sujet s'est invité. Il y a des candidats qui, aujourd'hui, proposent pour obliger les gouvernements africains à tenir leur diaspora acquis ou limiter, on bloque les transferts. Voilà. En diplomatie, on ne frappe jamais là où ça ne fait pas mal. C'est parce que déjà les Occidentaux ont compris le poids économique des envois de la diaspora. Ça, c'est un. Donc, ce n'est pas du tout à négliger. Dernier petit point, si je puis, c'est en fait sur, entre guillemets, l'exploitation lorsque les membres de la diaspora sont au Congo. Posons-nous la question, pourquoi les entrepreneurs congolais, africains, dans leur pays où ils vivent, ils n'exploitent personne? Pourquoi? C'est parce qu'il y a de la réglementation là-bas. Ils savent ce qu'ils risquent en le faisant. L'employé exploité, il connaît ses recours. Et donc, peut-être que, plutôt que de pointer le doigt sur celui qui exploite, ce que je n'excuse nullement, mais il faut aussi peut-être se poser la question. C'est que notre environnement permet que les employés, on va dire, de bas de gamme, soient exploités. Très faible salaire. C'est l'offre et la demande. Un entrepreneur aussi, vous pouvez faire le même travail à $10 alors que lui, il le fait à $100. Je vous paye, vous, quelle que soit la qualité. Ce qui ouvre un dernier point pour moi, c'est
en fait, la qualité doit être acceptée comme une culture. Vous savez, quand un peuple arrive à rehausser son niveau d'exigence de la qualité, vous payez plus parce que vous savez que vous avez de la qualité. Or, nous, on a tendance, et je me mets dedans, au Congo, à niveler plutôt vers le bas. On va vers le moins cher parce que c'est moins cher. Eh bien, on a ce que l'on mérite. Belle conclusion. Alain Bolonja, conclusion. Alors, lorsqu'on achète moins cher, très souvent, on achète très cher. Exactement. En fait, le problème, c'est que par rapport à ces développements-là, tant souhaités par tout le monde, vous savez, il y a un professeur de mathématiques à Londres, le professeur Jean Léon. J'ai oublié la suite de son nom. Il nous a fait réfléchir sur la nécessité ou l'impératif de créer une banque de la diaspora. Voyez-vous? Parce que même en termes de transfert, vous allez vous rendre compte que chaque fois que la diaspora nous envoie le peu qu'il gagne, on ponctionne pratiquement dans le 10%. Et fort malheureusement, ce sont les banques étrangères qui en bénéficient. Tout à fait. Mais si nous arrivons à créer une banque de la diaspora, c'est possible parce que déjà pour lancer, la plupart des banques qui sont ici ne viennent qu'avec 500 millions de dollars pour la plupart. Alors que si vous avez 50 000 diasporas qui arrivaient ne fût-ce qu'à déposer 1 million de dollars, vous avez 50 milliards, 50 millions. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de créer des banques. Déjà, ça va résoudre le problème. Mais comme l'a dit notre concitoyen, le problème, c'est au niveau de l'État, la superstructure. Ce sont les institutions qui créent un frein. Parce qu'en réalité, le fait seulement que nous, au niveau interne, nous avons un problème d'épargne. Parce que même l'investissement part de l'épargne. Le fait seulement que nous avons un problème d'épargne et que nous avons nos concitoyens qui sont à l'étranger, qui en ont, si nous étions un pays sérieux, normal, on devait plutôt alléger à la diaspora pour que nous attirions leurs épargnes ici. En quoi faisons? Vous vous dites, nous voulons relancer l'agriculture. Tout Congolais vivant à l'étranger, qui voudrait investir dans l'agriculture, on lui facilite d'avoir des terres. Et en même temps, on l'exonère de tout ce qu'il y a comme intrant. C'est-à-dire que là, on va attirer les investisseurs parce qu'ils sont doublement motivés. Ils sont congolais et eux aussi ont un besoin mercantiliste. Ils vont chercher à maximiser leur profitabilité. Merci. Et comme ça, on va créer des emplois. Le fait seulement que boule et ça crée le blocage. Et on préfère aller chercher les cambistes turcs, allemands, alors que nous avons des gens qui ont un fort potentiel. Votre dernier mot, Caleb, pour aujourd'hui. Puisqu'il n'y a plus de temps pour répondre aux questions concernant RAM, on a dit que RAM viendra. Mais il insiste sur les RAM, apparemment, c'est un bénéficiaire. Alors, je vais glisser un mot sur la diaspora. Je pense que quand nous, qui étions à l'extérieur, venons dans ces pays, il faudrait que nous puissions transmettre des pensées un peu positives. J'ai eu beaucoup d'amis avec qui nous avions terminé en Inde, mais qui n'ont pas voulu revenir ici. Dans leur tête, c'est tellement qu'au Congo, rien ne marche. Quand tu fais ceci, on va te bloquer. Mais quand toi, tu quittes là où tu es, tu viens au Congo, tu commences encore à te plaindre. Au moment où tu as trouvé encore d'autres problèmes, c'est comme si tu viens encore rajouter quelque chose de mal dans ce que tu as trouvé. Moi, ce que j'aimerais interpeller, c'est par rapport à ce que madame en face de moi, madame Patricia a dit. Non, il a trouvé beaucoup de problèmes, Mais nous, la diaspora, je pense qu'avec ce qu'on a vu à l'extérieur, ce que nous devons faire ici, c'est apporter des solutions. Peu importe. Mais les solutions, il faut... Nous devons réfléchir en termes de solutions. Il ne faut pas justifier la justifiable, vous savez. Nous devons toujours réfléchir en termes de solutions. Si on commence à se plaindre comme les autres, quel serait notre apport? Monsieur, si on commence à se plaindre comme les autres qui sont restés ici, quel serait notre apport? Je vais juste Il va apporter la solution au détournement des 20 millions. Oui, attendez, monsieur. Il y a eu un détournement de 20 millions. Monsieur Caleb, si vous pouvez juste... Oui, vous avez intervenu. 30 secondes. 30 secondes. Juste 30 secondes. Apporter des solutions. Des solutions, oui. Moi aussi, je peux apporter l'innovation. Ce n'est pas Mais comment, Caleb, monsieur Caleb, merci. Monsieur Caleb, moi la seule chose que j'aimerais, je pense que plus positif mentalement que moi, il n'y a pas. Je ne vois pas que les problèmes. Si vous ne l'avez pas remarqué, vous m'avez vu juste, je crois, une demi-heure. Moi, j'ai juste été choquée par votre intervention par rapport au RAM. C'est pas du tout. Non, je parle au RAM ici. Je suis en train de parler. Je viens juste dire à monsieur,
on apporte les solutions quand on peut. La preuve, si on est ici et qu'on laisse les enfants de l'autre côté le temps qu'eux s'instruisent et que nous, on vient vivre aux côtés de ce peuple, c'est parce que nous voulons tout justement apporter ces solutions. Mais on ne peut pas se taire face à l'injustice, on ne peut pas se taire face à l'incompatibilité ou à l'incapacité ou à l'ingestion de l'État, et on va se dire, on croise les bras, on ne peut rien dire parce que ce n'est pas apporter des solutions. Non, moi je pense, si on doit parler de développement, au final, c'est qu'il faut que toutes les classes, que ce soit la petite classe moyenne et la classe sociale élevée, que tous nous puissions nous asseoir et commencer chacun à faire des échanges qui pourront produire. Je vais revenir vite fait sur ce que Papa Christian a dit tout à l'heure, aux rémunérations. C'est vrai, je suis d'accord avec ce que monsieur dit. Moi, je ne peux pas venir, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. C'est vrai que là-bas, en Occident, il y a les taxes qui nous prennent l'argent et tout. On vient, quelqu'un qui est payé 8 € de l'heure, ici, on vient peut-être payer 50 centimes et 1 dollar. Ça ne plaît pas. On n'est pas d'accord. Je suis déjà moi-même la première à être contre cette pratique-là. Mais c'est le contexte, c'est l'environnement. Non, mais c'est pas qu'on n'encourage pas. S'il te plaît, maman Dodo, je vais vraiment arrêter. Et nous-mêmes aussi, nous devons être conscients. Nous-mêmes aussi, qui venons travailler, nous devons être conscients. Le peuple doit être conscient que, par exemple, quand j'arrive là, je trouve un endroit où je suis peut-être femme de ménage, je gagne 100 $, alors que d'autres femmes de ménage sont en train de gagner 65 $. Il faut que je prenne soin de mon travail. Je le dis parce que j'ai été victime de ça. Ah, ok. Christian et Mango, 30 secondes. Hein. C'est notre victime du jour, mais désolé. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, surtout avec la réaction à propos de ce qu'on doit payer, mais il faut avoir aussi un cœur, c'est de la diaspora. Comme, il n'y a pas que c'est de la diaspora, les Chinois, les... On parle de la volonté politique, parlons aussi de la volonté des Congolais. Ça dit qu'on parle de la diaspora, on est en train de voir l'État, mais nous-mêmes, vous-même en tant qu'humains, même si vous trouvez que la situation est telle, est-ce que vous devez perdurer? Parce que peut-être par votre exemple, vous pouvez réveiller les autres. Ils peuvent se dire, ah, même il y a 8 pas na bango, azof tabiso 8, mais moussous pas 8 pas na bango, azof tabiso 1. C'est ça que ça m'a dit. Donc, les autres peuvent suivre l'exemple et petit à petit, ça peut prendre comme ça. Mais si on attend toujours, si on veut que l'État puisse faire comme ça, on attend comme ça l'action de l'État, oui, tant mieux. Ça viendra peut-être un jour. Le SMIC est fixé à 5 $, mais l'État paye à un capitaine moins de 110 $. Voilà. Commençons par l'État. Commençons par l'État, que chacun de nous vraiment prenne conscience. J'ai juste une question. Bonjour, maman Dorcas. Ceux qui prient à passeport, ils ont 99 $ kaka. Pour les Congolais, Oyo, Bazana Congo. Pour biso na diaspora, ils ont bongote. Neti biso a na Gabon, ils ont 100 000 francs CFA, équivalent à 165 $. Il y a un dengue moko. 100 000 les a prix officiels, tous les ans non, mais ici aussi on est à 160. Non, ici c'est un officiellement, mais quand vous allez à NER, etc., ça fait augmenter, donc c'est 160. Que l'on corrige ceci, le site rams.cd marche très bien. Je suis connecté. Vous avez vu les témoignages. Et si nous continuons, il y aura encore plusieurs témoignages. Mesdames, messieurs, nous d'ici, et d'ailleurs, on veut le développement de ce Congo, mais c'est vrai que l'impulsion doit venir de quelque part. Il faut des politiques bien détaillées, le suivi pour que les uns et les autres se retrouvent. Ça, il n'y a rien à faire. Sinon, on aime ce Congo. Sinon, on ne serait pas là. Allez, à très bientôt. Allez rester là-bas. À très bientôt. Vraiment. Moti Kalamalamou, au revoir. What you're looking for, you got your